Bon, imaginez un instant. Si on se dégrade de seulement 1% chaque jour, au bout d'un an, nos capacités, notre santé ou même notre efficacité, elles ne font pas que baisser légèrement. Elles s'effondrent littéralement pour atteindre presque le zéro absolu. Ouais, c'est clair que dit comme ça fait froid dans le dos, c'est terrifiant. Ah mais c'est une pensée hyper vertigineuse quand on y songe. On a tellement l'habitude dans notre société de glorifier les changements radicaux. Je veux dire, la culture populaire nous vend constamment ce mythe de la métamorphose soudaine, tu vois. Totalement. Le fameux cliché du tout jeté par la fenêtre du jour au lendemain. C'est ça, le truc de repartir de zéro, se lever à 4 heures du matin, courir un marathon avant même le petit déjeuner. Sauf que, dans la réalité, cette approche, c'est juste une source massive d'anxiété. Et de surcharge mentale. C'est pour ça que ça mène presque toujours à un échec cuisant. Le paradoxe de cette quête de perfection, en fait, c'est que la volonté même de s'améliorer devient une montagne impossible à gravir. Ah ouais, la montagne paraît beaucoup trop haute. Exactement. Le sommet semble si lointain, si exigeant, qu'au lieu de faire le premier pas, on reste figé au camp de base. On est écrasé par l'ampleur de la tâche et la motivation s'évapore avant même qu'on ait commencé quoi que ce soit. Et c'est précisément ce mécanisme d'échec qu'on va décortiquer aujourd'hui. Notre analyse en profondeur, elle s'appuie sur une synthèse d'articles et d'extraits du livre Atomic Habits, qui est sorti en français sous le titre Un rien peut tout changer de James Clear. Un livre fascinant d'ailleurs. Vraiment. Et la mission de notre plongée aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre comment d'immenses transformations de vie ne nécessitent en fait absolument aucune volonté de faire. Aucune métamorphose spectaculaire, ouais. Tout repose sur une mécanique complètement invisible de micro-décisions quotidiennes. Bon, décortiquons un peu ça parce que le terme même de cette théorie, le mot atomique, il mérite vraiment qu'on s'y attarde. Qu'est-ce qui donne autant de puissance à ce concept ? Le choix du mot atomique, il est vraiment fondamental. Ça encapsule deux réalités qui paraissent super contradictoires. En physique, un atome, c'est l'unité de base de la matière. C'est minuscule. Ouais, c'est invisible à l'œil nu. C'est ça, c'est le tout petit composant d'un système beaucoup plus vaste. Mais en même temps, on sait tous qu'une énergie absolument colossale est enfermée au cœur même de cet atome. Donc il applique cette loi physique à la psychologie humaine. Exactement. L'auteur propose de voir nos habitudes comme les atomes de nos vies. C'est des actions tellement infimes qu'elles ont l'air insignifiantes sur le coup. Mais une fois accumulées, elles libèrent une puissance de transformation incroyable. D'ailleurs, le texte compare ça aux intérêts composés du développement personnel. Ah, les fameux intérêts composés, hein. C'est vrai que si on reprend cette métaphore financière, la dynamique est super trompeuse au début. La courbe de croissance, elle est désespérément plate. Oui, on fait un petit effort et on a l'impression que rien ne se passe. Voilà. Sauf que la mathématique derrière ça, elle est implacable. Les notes soulignent une équation qu'il appelle la règle des 1%. C'est la base de tout son système. Si on arrive à améliorer un comportement de seulement 1% chaque jour, de manière constante pendant un an, on ne devient pas juste un petit peu meilleur. C'est là que c'est fou. Ouais, on devient 37 fois meilleur à la fin de l'année. 37 fois. La courbe finit par s'envoler de façon complètement exponentielle. C'est super séduisant parce qu'un effort de 1%, ça ne demande d'aucune motivation. C'est, je sais pas, lire 2 pages d'un livre avant de dormir, boire un verre d'eau en se levant. Ou faire une seule pompe le matin. C'est ça. Mais le revers de la médaille, et la source insiste lourdement là-dessus, c'est que cette mathématique fonctionne dans les deux sens. Ah oui, le fameux déclin de 1% dont on parlait au tout début. Exactement. Laisser couler une petite erreur, reporter une tâche banale, manger juste un peu plus mal aujourd'hui. Sur une seule journée, c'est totalement invisible. Mais sur un an, c'est la destruction presque totale d'un projet. C'est très insidieux. Notre cerveau n'est pas du tout équipé pour percevoir des changements aussi microscopiques au quotidien. Non, on veut des résultats tout de suite. Voilà, on évalue notre vie en cherchant des signaux clairs de réussite immédiate. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour illustrer cette incapacité à voir le long terme, j'adore l'analogie de la trajectoire de l'avion. Ah oui, l'exemple du vol pour New York. C'est ça. Imaginons un vol commercial qui décolle de Los Angeles pour aller à New York. Au moment précis du décollage, si le pilote modifiait le cap de l'avion d'un seul petit degré vers le sud, Le nez de l'appareil ne bouge que de quelques centimètres. ouais, dans la cabine, personne ne ressent la moindre secousse. Même le pilote, en regardant par la fenêtre, il ne voit pas de différence immédiate. Mais s'il maintient ce nouveau cap sur tout le continent, L'avion n'arrivera jamais à New York. jamais il va atterrir à Washington DC, à des centaines de kilomètres de là.
Un décalage d'1 degré au départ, ça mène à un tout autre continent à l'arrivée. L'implication de cette métaphore, elle est frappante. Ça veut dire que la trajectoire compte beaucoup plus que la position actuelle. C'est hyper déculpabilisant, je trouve. Totalement. Peu importe qu'on soit riche ou pauvre, en super forme ou pas aujourd'hui. Ce qui définit le point d'arrivée de l'avion, ce n'est pas d'où il part, c'est l'angle de son cap actuel. Et nos habitudes actuelles, c'est l'angle de cet avion. Ce qui soulève quand même une énorme contradiction, je veux dire. Si la théorie est si limpide, si ajuster le cap d'1 degré suffit à tout changer, sans effort surhumain. Pourquoi est-ce que tant de gens échouent, c'est ça? Ben ouais. Le monde entier rempli de résolutions du Nouvel An qui sont abandonnées dès la mi-janvier, il doit y avoir un énorme bug dans notre système d'exploitation. Le bug, en fait, il vient de notre obsession pour la ligne d'arrivée. Les sources pointent un coupable structurel hyper précis, c'est la fixation d'objectifs. Attends, tu veux dire que les objectifs sont le problème? Ouais. On a tendance à viser la mauvaise cible, en mettant toute notre énergie psychologique sur le résultat final. C'est une remise en question hyper dure à avaler, ça. Toute notre éducation, le monde de l'entreprise, le sport, tout est basé sur les objectifs. Ah, c'est sûr. On nous abreuve de tableaux de bord, d'évaluation. Comment on justifie de dire que les objectifs sont le problème, du coup? Bon, le texte ne dit pas que les objectifs sont inutiles pour donner une direction. C'est utile pour choisir New York sur la carte. Mais le danger, c'est qu'il bousille notre processus mental de 2 manières. Ah bon? Lesquels? D'abord, ça crée un état de carence permanent. Quand on se fixe un but, on dit en gros à notre cerveau « je ne suis pas assez bien actuellement, je ne serai heureux que quand j'aurai atteint ce truc ». Ah ouais, on repousse le bonheur à une date ultérieure hypothétique. Exactement. Et le deuxième problème, c'est que les objectifs ont une fin. Qu'est-ce qui se passe psychologiquement le lendemain du jour où on a enfin couru ce fameux semi-marathon qu'on prépare depuis 6 mois? Bah, la motivation s'effondre. On enlève les baskets, on s'affale sur le canapé et 6 mois plus tard, on a perdu tout son cardio. Voilà. Parce que la seule chose qui nous faisait courir, la date de la course, elle a disparu. C'est le syndrome de l'échec post-succès. C'est tellement vrai. C'est pour ça que ce qui est fascinant ici, c'est que l'auteur propose une bascule complète. Il faut oublier les objectifs pour se concentrer uniquement sur les systèmes. Le système, c'est-à-dire le processus au quotidien, ça? C'est la machine. Si ton but, c'est de nettoyer une maison en bordel, le système, c'est de prendre l'habitude de ranger un objet chaque fois que tu quittes une pièce. Si tu optimises la machine, le résultat se produira tout seul, comme un effet secondaire. Et il y a une citation clé dans le document qui m'a marquée, c'est « Nous nous n'élevons pas au niveau de nos objectifs, nous retombons au niveau de nos systèmes ». C'est d'une justesse absolue. La brutalité du truc est géniale. On a beau avoir les buts les plus nobles, si notre organisation quotidienne est chaotique, bah c'est le chaos qui gagne à la fin. Le système gagne toujours. Alors, que signifiait tout ça concrètement quand on veut instaurer un nouveau système? Surtout quand nos mauvaises habitudes sont super ancrées depuis des années. La racine du changement, elle se trouve au niveau de notre identité. Le document décrit ça comme le concept le plus puissant du livre. Il faut arrêter de se focaliser sur ce qu'on veut obtenir. Les résultats, quoi. Voilà. Et se concentrer sur qui l'on veut devenir. L'identité. Le changement durable, il ne vient pas de la force brute, mais de la croyance interne qu'on a de soi-même. L'exemple du fumeur dans les notes illustre ça à merveille. On imagine 2 personnes qui essayent d'arrêter de fumer et on leur tend une cigarette. Ouais, cet exemple est très parlant. La première refuse et dit « Non merci, j'essaye d'arrêter de fumer ». Ça a l'air d'être une bonne réponse, non? Mais en fait, cette personne s'identifie toujours comme un fumeur qui s'impose une restriction. Exactement, elle est en lutte contre elle-même. Et la deuxième personne répond juste « Non merci, je ne suis pas fumeur ». La différence de mots est minuscule, mais psychologiquement, c'est massif. La cigarette ne fait juste plus partie du monde de cette deuxième personne. Le cerveau humain cherche toujours la cohérence. On agit pour rester aligné avec l'image qu'on a de nous-mêmes. Donc si je me vois secrètement comme quelqu'un de paresseux, aucune méthode de productivité ne marchera. Non, parce que ton cerveau finira par saboter le truc pour revenir à son identité de base. Ouais, mais attends. Si je suis affalée sur mon canapé depuis 3 ans et qu'un matin je me lève en me disant « je suis une grande sportive », mon cerveau sait très bien que je lui mens. C'est sûr, il y a une dissonance énorme. Comment on force le cerveau à accepter une nouvelle identité sans qu'il nous dise d'aller nous faire voir M? Eh bien, si l'on relie ça à une vision plus globale, c'est là qu'on sort de la simple pensée positive. L'identité ne vient pas avant l'action. C'est l'action qui forge l'identité grâce aux preuves qu'on accumule. Ah, le fameux concept du système de vote. Exactement. Chaque action qu'on fait, c'est un bulletin de vote mis dans l'urne de notre identité.
Écrire une ligne de code, c'est voter pour l'identité de programmeur. Faire 5 minutes de marche, c'est voter pour l'identité de personne active. Voilà. Ça fonctionne comme une démocratie, en fait, pas comme une dictature. J'adore cette image. Dans une dictature, la moindre erreur, le moindre écart, et on est mort. Le système s'effondre. Mais dans une démocratie, si je mange un énorme gâteau au chocolat un mardi matin, T'es juste déposé un mauvais vote? c'est ça. Ça ne me fait pas perdre l'élection de ma vie tant que la majorité de mes autres votes vont au candidat personne en bonne santé. C'est tellement déculpabilisant. Le but n'est pas d'être parfait, c'est d'avoir la majorité des votes au fil des mois. À un moment, le cerveau regarde le tas de preuves et se dit « Ok, finalement, je pense que je suis vraiment quelqu'un de sportif. C'est génial. Bon, la philosophie est brillante, mais soyons pragmatiques. Le mardi matin, à 6 heures, quand il fait froid et que le lit est chaud, la volonté, elle nous lâche. » Oh que oui, on connaît tout ça. Comment on fait concrètement pour s'assurer de voter pour la bonne identité tous les jours? Comment on ingénie notre environnement? C'est là qu'entre en jeu l'ingénierie du comportement. Le livre propose un cadre en 4 étapes, les 4 lois du changement. Le déclencheur, l'envie, l'action et la récompense, c'est bien ça. Tout à fait. La loi numéro 1, c'est le déclencheur. Il faut rendre l'habitude évidente. L'erreur classique, c'est de dire « je vais faire du sport cette semaine ». C'est trop vague, le cerveau n'a aucune prise là-dessus. Voilà. Les notes parlent d'intention de mise en œuvre. Il faut lier l'action à un lieu et une heure précise. Genre, je ferai 20 minutes de yoga à 7 heures dans le salon. Ce qui m'a frappé aussi dans cette première loi, c'est la puissance de l'environnement physique. On se croit rationnel, mais nos choix sont dictés par les objets autour de nous. Complètement. Le design de l'environnement est crucial. Par exemple, l'exemple spécifique du livre avec la lecture. Si on veut lire le soir, laisser le bouquin sur le bureau, c'est mort. Le livre doit être posé directement sur l'oreiller dès le matin. Pour que le signal saute aux yeux le soir. Les gens qui ont l'air d'avoir une volonté de faire sont souvent juste ceux qui structurent leur environnement pour ne pas être tentés. Ah oui, l'empilage d'habitudes, c'est hyper malin aussi. C'est très fort. Vu qu'on a déjà des actions câblées dans notre cerveau, comme se brosser les dents ou faire du café, on utilise ça comme déclencheur. Genre, après avoir allumé la machine à café, je vais méditer 1 minute. Le café devient le signal. Exact. Ensuite, on passe à la loi numéro 2, rendre l'habitude attractive. Même avec le livre sur l'oreiller, il faut avoir envie de l'ouvrir plutôt que de prendre son téléphone. Ouais, et comment on génère cette envie pour un truc qui demande un effort? En piratant la dopamine, l'hormone du désir ne monte pas pendant la récompense. Elle a un pic juste avant l'action, dans l'anticipation. Le texte suggère le regroupement des tentations. C'est le fait de lier un truc chiant à un truc génial. Exactement. S'autoriser à écouter son podcast préféré uniquement quand on fait le repassage, par exemple. Le cerveau finit par associer le repassage à la montée de dopamine du podcast. Et la source souligne aussi l'influence sociale pour cette loi. L'être humain est programmé pour suivre la tribu. C'est un instinct de survie primaire. Se démarquer, c'était la mort à l'époque préhistorique. Donc si on veut adopter un comportement, la meilleure stratégie, ce n'est pas de lire des citations motivantes, c'est de s'entourer de personnes pour qui ce comportement est déjà la norme absolue. Si tous tes amis courent le dimanche, aller courir devient socialement attractif. Ne pas y aller, c'est presque s'exclure du groupe. C'est fascinant. Bon, on a le signal, on a l'envie. Qu'en est-il de l'action elle-même? La loi numéro 3, c'est de rendre l'habitude facile. Et là, notre biologie joue encore contre nous. Le cerveau est optimisé pour conserver l'énergie. On choisit toujours le chemin de la moindre résistance. C'est là que la fameuse règle des 2 minutes m'a laissé bouche bée. C'est un coup de génie. Ah oui, c'est l'une des astuces les plus populaires du bouquin. Une habitude ne doit pas prendre plus de 2 minutes à commencer. L'idée de faire 1 heure de sport, ça crée un mur psychologique. Mais si la règle, c'est juste enfiler mes chaussures de sport, ça demande 0 énergie. Le but, c'est juste de se présenter. Une fois que les chaussures sont là, l'élan naturel fait le reste. Il faut réduire la friction au maximum. C'est pour ça que préparer ses vêtements de sport la veille, ça change tout. Les géants du web l'ont bien compris, avec le bouton « Acheter en un clic ». On doit faire pareil avec nos vies. Standardiser avant d'optimiser. Ce qui nous amène à la dernière étape, la loi numéro 4. Rendre la récompense satisfaisante. Et c'est un énorme défi, parce que notre cerveau vient d'un environnement à retour immédiat. Nos ancêtres chassaient et mangeaient le jour même. Alors qu'aujourd'hui, on fait un effort, mais la santé ou la retraite, ça n'arrive que des décennies plus tard. Le décalage temporel tue l'habitude. Le cerveau s'en fout des promesses lointaines. Il veut une sensation de réussite tout de suite. D'où l'outil visuel du suivi des habitudes détaillé dans les notes, le fameux calendrier où on coche des cases.
C'est exactement ça. Cocher une grosse croix rouge sur le mur, ça a l'air tout bête, mais biologiquement, ça marche. Ouais, voir la chaîne s'allonger, ça donne une petite décharge de satisfaction visuelle. La récompense immédiate devient le fait de ne pas briser la chaîne. Le cerveau reptilien est content, et nous, on avance sur le long terme. C'est brillant. C'est clair. Mais attends, c'est génial pour créer de bonnes habitudes. Mais que faire quand notre propre système travaille contre nous depuis des années? Comment on fait pour casser une mauvaise habitude? Eh bien, le système est parfaitement symétrique. Il faut inverser méthodiquement ces 4 lois pour gripper la machine toxique. Inverser la première loi, ce serait rendre le déclencheur invisible alors. Exactement. Si tu veux arrêter de scroller le soir, désinstalle l'application de ton écran d'accueil. Si tu veux arrêter les gâteaux, n'en achète pas. La volonté est une ressource épuisable. Loin des yeux, loin du cœur, littéralement. Et la deuxième loi inversée? Rendre l'action peu attractive. C'est une restructuration mentale. Se focaliser intensément sur les bénéfices de l'évitement pour court-circuiter la dopamine. D'accord. Et pour la troisième, rendre ça difficile, j'adore l'exemple spécifique de la source avec la console de jeu. Ah oui, cet exemple est tellement drôle et efficace. Au lieu de juste éteindre la console, le gars la débranche complètement, enroule tous les câbles et la range tout au fond d'un placard après chaque partie. Du coup, le lendemain, quand l'envie impulsive de jouer juste 5 minutes arrive, le cerveau fait le calcul. Exactement. Il se dit waouh, faut tout sortir, tout rebrancher, attendre. Et hop, face à cette friction immense, il abandonne l'idée. C'est de l'auto-sabotage positif. C'est la beauté du truc. Et enfin, pour clore le démantèlement, il faut rendre l'action immédiatement insatisfaisante. Comment on fait ça? La punition, en utilisant notre peur du rejet social et de la perte financière. La création d'un contrat d'habitude avec un partenaire de responsabilité, c'est l'arme absolue. Ah, genre s'engager publiquement, si je loupe ma séance de sport, je dois donner 50 € à un collègue tout de suite. Ou publier un message embarrassant sur les réseaux sociaux. La douleur immédiate annule le confort d'être resté au lit. En synthétisant tout ça, pour ceux qui nous écoutent, on comprend bien pourquoi le changement radical par la force mentale est une illusion épuisante. Oui, on passe d'une posture de leader à une posture d'architecte de notre environnement. C'est extrêmement libérateur. Repenser son identité, manipuler les signaux, jouer avec la friction. C'est une mécanique de précision. Mais tu sais quoi, Sam? En refermant ces notes, il y a une pensée provocatrice, une question qui m'est restée en tête et qui n'est pas vraiment résolue. Cela soulève une question importante, effectivement. Laquelle? Si chaque petite action est un vote pour notre nouvelle identité, que se passe-t-il lorsque l'on atteint enfin cette identité désirée? Ah, une fois qu'on a gagné l'élection, en quelque sorte. Voilà, une fois que l'on est véritablement devenu cette personne sportive ou ce non-fumeur serein, est-ce que la règle des 1% d'amélioration continue de s'appliquer à l'infini? C'est un vrai paradoxe mathématique. Bah oui, on ne peut pas s'améliorer éternellement sans exploser le plafond humain. Ou alors, est-ce que la nature même de nos habitudes évolue silencieusement? Pour passer de la construction à la pure préservation. Exactement. Est-ce que la machine, une fois bien huilée, a juste besoin d'être maintenue en mouvement pour éviter la rouille, sans chercher le 1% supplémentaire? C'est une réflexion fascinante. La transition entre devenir la personne qu'on veut être et rester cette personne, ça demande peut-être de nouvelles règles. Savoir quand arrêter de corriger le cap de l'avion pour juste profiter du vol? Voilà une réflexion à méditer pour tout l'auditoire. Un grand merci d'avoir exploré ces rouages invisibles avec moi aujourd'hui. Le plaisir était pour moi. Surveillez bien l'angle de votre trajectoire et méfiez-vous de ce petit degré de déviation dans vos choix quotidiens. À très vite!